Ce vendredi, les Nations Unies ont franchi un seuil jamais atteint pour le Moyen-Orient. La famine a été officiellement déclarée à Gaza. Une première dans le monde arabe ou le Moyen-Orient. Une première dans le monde moderne où la famine n'est pas causée par une catastrophe naturelle mais par un blocus politique, militaire et stratégique. Plus de 500 000 êtres humains, des enfants, des femmes et des hommes, vivent actuellement dans ce que les experts de l'ONU appellent un état catastrophique de détresse alimentaire. Et ce chiffre pourrait grimper à plus de 640 000 d'ici la fin septembre. Mais ce n'est pas la première fois que Gaza et la Palestine occupée sont affamés. Il faut remonter à 1948 à la Nakba pour retrouver les premières scènes de famine dans les camps de réfugiés palestiniens après l'expulsion massive de Palestiniens de leurs terres par les milices sionistes de la Haganah. En 1967, après la guerre de 6 jours et l'occupation totale de la Cisjordanie et Gaza, l'armée sioniste a instauré des contrôles stricts sur l'alimentation et les mouvements des Palestiniens. Au fil des décennies, à Gaza ou en Cisjordanie occupée, chaque offensive sioniste, chaque siège de 2007 à 2022, puis depuis le 7 octobre 2023 est suivi de restrictions alimentaires calculées. En 2012, un document interne de l'entité sioniste exposait froidement le calcul calorique autorisé pour les habitants de Gaza. 1800 calories par jour et par personne. Autrement dit, juste de quoi survivre et pas de quoi vivre. La famine dans le but de l'épuration ethnique est une stratégie d'asphyxie lentement assumée, mise en place par l'entité sioniste depuis sa création. Selon les critères du cadre IPC, la famine est déclarée quand 20% des foyers n'ont plus accès à la nourriture de façon régulière, quand 30% des enfants souffrent de malnutrition aiguë et que une personne sur 10 000 meurt de faim chaque jour. Faut-il là encore signaler qu'à Gaza, il n'y a plus de foyer. À Gaza, 30% des morts sont des enfants. Quand ils ne sont pas tombés en martyrs à Gaza, les enfants pour la plupart sont orphelins et amputés. À Gaza, les traumatismes invisibles n'ont d'écho que les décombres de la ville. Ces chiffres froids qu'on aligne dans les rapports ne sont pas de simples données. Ils traduisent une souffrance humaine incommensurable, des vies brisées, des enfances volées, des familles anéanties. Faut-il rappeler que derrière chaque pourcentage se cache un visage, un prénom, une histoire. À Gaza, en 2025, une famine frappe un territoire occupé, souvent raconté à travers des chiffres froids. Ces statistiques masquent la réalité politique d'un peuple qui fait face à un génocide, une épuration ethnique sauvage. Ce soir, dans l'échiquier international, nous explorons les faits, les responsabilités et les silences autour de ce génocide qui appelle à agir. Et pour revenir sur cette réalité que vit aujourd'hui le peuple palestinien jour après jour, documenté, faut-il le rappeler là aussi, qu'il documente son agonie jour après jour. J'ai le plaisir d'être accompagné sur mon plateau de Badis Renissa, expert en géopolitique. Badis Renissa, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation également. Et on sera joint dans un petit instant de Youssef Bousmar, qui est historien et militant antisioniste. Alors, Badis Renissa, je commence avec vous. Comme je le dis dans mon introduction, la situation est gravissime à Gaza. Les mots ne suffisent plus, les chiffres ne suffisent plus. Là aussi, les chiffres, il faut le remettre à leur place, que c'est des chiffres qui sont là pour ne pas cacher des visages, pour cacher des réalités. On va faire une petite rétrospective. À Gaza, il semble découler, cette famine semble découler d'une stratégie planifiée, systémique, lorsque l'entité sioniste impose des restrictions, comme je le disais dans mon introduction en 2012, à 1800 calories par personne. Est-ce que finalement, ou encore le rapport de Dehia en 2008 ou celui de 2019 sur la judaïsation d'El-Quds, peut-on encore parler de simples mesures politiques de l'entité sioniste, ou assistons-nous à une forme de domination totale du corps, de l'esprit des Palestiniens ? Il me semble pertinent de rappeler deux jalons très importants. Le premier, d'abord, c'est 1897, le foyer juif, c'est-à-dire l'idéologie sioniste et son essor, mais surtout aussi sa naissance. Dès lors que, effectivement, ce projet a été mis en perspective, il y avait, d'une manière systémique et méthodique, un projet notamment d'expansionnisme, mais un projet aussi de comment s'accaparer non seulement la terre, mais aussi expulser ses locataires, expulser ses propriétaires, entre parenthèses. Donc vous voyez bien qu'effectivement, que ce soit Netanyahou aujourd'hui ou Ben Gourion à la fondation de l'État sioniste, c'est le même dessin, le théâtre change effectivement. On parle de Gaza, moi aujourd'hui je la qualifie de Gazacide, puisqu'on parle d'un génocide. On ne peut plus la qualifier comme ville, puisque quelque chose se trame là-bas qui est singulière par rapport à ce qui se passe dans le monde. En plus,
vous l'avez dit très à juste titre dans votre édito, documentée. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Vous avez évoqué effectivement la reconnaissance par l'ONU de la famine. C'est une mise en demeure adressée à l'humanité. Oui, c'est une mise en demeure, puisque nous ne pouvons plus dire qu'effectivement la famine n'existe pas. Oui, il y a un dessein, il y a un projet politique, sauf qu'aujourd'hui, on a un Netanyahou qui s'entête, bien évidemment, gonflé à bloc par une frange extrémiste, messianique, politique, religieuse, dogmatique et idéologique. Vous voyez bien que des ingrédients explosifs pour faire aujourd'hui un enfer en Palestine. Et bien évidemment avec un dessein in fine, à savoir comment, je dirais, éradiquer les Palestiniens, comment les déporter, mais surtout aussi comment, à terme, arriver à ses fins, à savoir fonder le Grand Israël. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours, il a avoué par ses propres mots, à savoir le Grand Israël. Et pour le Grand Israël, il faut un expansionnisme, il faut de la colonisation, il faut de l'annexion aussi silencieuse comme le E1, le fameux East One. Donc vous voyez bien qu'effectivement, Netanyahou aujourd'hui, par contre, ne joue pas solo. Il est, je dirais, soutenu par cette frange politique extrémiste. En revanche, là où peut-être la donne risque de changer, c'est le soutien de sa propre population. D'ailleurs, vous vous rappelez, plusieurs épisodes se sont produits à Gaza. 2005, Gaza elle a été cédée par l'entité sioniste à contre-cœur. 2009, 2012, 2014, 2017, 2021, 2023 avec le 7 octobre. 2022. Exactement, donc vous voyez bien que c'est des épisodes qui se succèdent, sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne, à savoir que toutes les guerres précédentes, la population israélienne était de tout temps derrière l'entité sioniste. Aujourd'hui, elle ne l'est plus, elle est fragmentée. Mais, avant de passer à la seconde question, vous parlez de la population, donc de la population israélienne, d'une population. Mais cette population, c'est une population qui est colonisatrice. Elle-même, on l'a vu ces derniers temps, on les voit, ils coupent l'eau des Palestiniens, ils chassent les Palestiniens de leur maison. Alors comment est-ce que cette population, est-ce que c'est par rapport à une politique interne propre à l'entité sioniste, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont outrés et choqués, autre mesure de ce qui se passe à Gaza? Alors, choqués dans un certain périmètre, si vous me permettez. Je vais étayer peut-être mes mots pour plus de clarté. Dans toutes les guerres qui sont succédées, y compris la guerre de Kippour et autres, vous aviez toujours la population et l'État qui font un seul bloc. Pourquoi ? Parce qu'on évoque effectivement l'aspect de souveraineté, l'aspect sécuritaire, l'aspect aussi de protection, notamment comment protéger, le fameux slogan occidental à chaque fois, qui est d'ailleurs une espèce de reconnaissance mémorielle, mais un réflexe mémoriel notamment de l'Occident par rapport à la Shoah, par rapport au droit d'Israël, entre parenthèses, de se protéger. Sauf qu'aujourd'hui, la donne a changé dans le sens où, rappelez-vous la guerre de l'Iran, avec justement cette je dirais, violation du droit international par l'entité sioniste à l'encontre de l'Iran. Qu'avons-nous entendu justement dans les rues israéliennes ? Ils disaient que nous ne voulions pas de cette guerre, qu'effectivement ils veulent une certaine paix, je dirais des braves entre parenthèses, quitte à aller vers justement la solution de deux États. Vous avez une opposition aujourd'hui qui est très active contre Netanyahou. Vous savez pourquoi ? Pour autant, je ne suis pas en train de dépeindre le tableau positivement. La population israélienne est complice, qu'on le veuille ou non. La population israélienne, elle est derrière effectivement le projet politique, mais pas le projet de Netanyahou. Parce que le projet de Netanyahou aujourd'hui est un projet suicidaire qui est en train de mettre en péril la vie elle-même et la subsistance et l'existence elle-même de ces mêmes Israéliens. D'abord économiquement, socialement. Rappelez-vous la réforme judiciaire de Netanyahou qui a essuyé effectivement une grande sans nom justement de la rue israélienne. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, cette même population, cette même société civile, qui est d'ailleurs aujourd'hui très soutenue, très appuyée par les familles des otages, notamment, qui demandent à des marches de plusieurs millions de personnes. Pas plus tard que hier, effectivement, il y a eu un sit-in devant le ministère de la Défense israélienne. Donc vous voyez bien qu'il y a une Israël, une entité sioniste phagocytée, fragmentée, qui permettrait peut-être aujourd'hui d'apporter une certaine raison, notamment dans le projet machiavélique de Netanyahou, et pourquoi pas le faire chuter, puisque c'est ça dont il est question. Aujourd'hui, Netanyahou a troqué son propre avenir politique contre la propre sécurité
des Israéliens. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé une solution de deux États, une solution politique, une solution diplomatique, aux antipodes de ce que, en tout cas, des perspectives de Netanyahou aujourd'hui. Peut-être que les habitants de l'entité sioniste ont peur d'avoir perdu la guerre médiatique, parce que clairement, la guerre médiatique, elle a été perdue. Les populations du monde entier sont du côté de la Palestine. Peut-être aussi que c'est ça qui peut changer la donne. Je viens vers vous, Youssef Bousmah. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, avant de vous poser une question. Bonsoir. Alors, Youssef, vous avez, en tant qu'historien, mais aussi en tant que militant antisioniste et militant de la cause palestinienne, vous avez souvent souligné la volonté de l'entité sioniste de détruire la Palestine, non seulement physiquement, mais aussi culturellement. En 2025, avec la famine actuelle que vient de déclarer l'ONU, pour certains, elle arrive quelque part presque trop tard, même si il n'est jamais trop tard. Sommes-nous finalement le témoin d'un aboutissement d'un projet systématique d'épuration ethnique de la Palestine par ce génocide, mais aussi par l'ensemble de l'histoire de l'entité sioniste? On rappelait à l'instant l'histoire de l'entité sioniste, mais on peut aussi rappeler comment en 2017, ils avaient envisagé le transfert des Palestiniens, celui de 2020 aussi, et aussi le projet de Grand Israël qui finalement touche l'ensemble des populations arabes de la région et pas seulement les Palestiniens. Oui, absolument. C'est un même projet. D'ailleurs, ça a été souligné par des gens comme des historiens comme Ilan Pappé. Ilan Pappé, l'historien israélien, dit bien que ce qui se passe aujourd'hui est la continuité en fait de ce qui s'est passé en 48. Et l'idée selon laquelle il y aurait une césure, il y aurait eu un Israël acceptable qui aurait pu rester dans des frontières imparties selon la résolution 181 de l'ONU. Lui-même le reconnaît, mais aussi des historiens palestiniens eux-mêmes l'ont reconnu depuis très longtemps, comme Khalidi et autres, qu'en fait, le projet que nous voyons aujourd'hui, par la famine, c'est-à-dire l'extermination par la famine, ou en tout cas l'asservissement total des Palestiniens à la volonté israélienne par la famine, eh bien, c'est un projet qui est dans la continuité de 47-48. Il n'y a pas de discontinuité, et c'est un moyen qui est utilisé aujourd'hui, qui aurait pu être utilisé hier. Si hier, les Palestiniens avaient pu s'accrocher, en 48, avaient eu les moyens, parce que c'était évidemment compliqué de s'accrocher davantage, les sionistes auraient utilisé absolument des méthodes comparables. Et ce qui se passe aujourd'hui est vraiment dans cette continuité. On est dans un projet colonial. Le colonialisme ne souffre pas de concurrence avec le peuple indigène. À terme, c'est son expulsion. Si les choses se passent à peu près bien, sinon c'est son élimination. Et de ce point de vue, ce que l'on voit aujourd'hui est effectivement la mise en application de ce projet sioniste. Qu'il y a eu des sionistes modérés du Parti travailliste, notamment Shimon Peres et autres, qui faisaient semblant d'accepter un État palestinien, en vérité, ils ne l'ont jamais accepté. Sinon, n'oublions pas que ce sont les travaillistes eux-mêmes qui ont renforcé complètement la colonisation. Cette colonisation qui a atteint aujourd'hui quelque chose comme 700 000, 800 000, si on compte Jérusalem, le Quds, eh bien, cette colonisation, c'est bien elle qui, de toute façon, a rendu impossible toute perspective d'un autre État palestinien, si tant est que c'était acceptable. Donc voilà, et c'était pourtant des gouvernements dits de gauche, de travaillistes, avec Rabin. Donc voilà, donc ce projet d'aujourd'hui est dans la continuité. Et si effectivement il y a des populations israéliennes aujourd'hui qui protestent, et c'est vrai, il y a sans doute un certain nombre, mais malheureusement, je pense qu'il en faudra beaucoup plus, et il en faudra beaucoup plus, et il faudra sans pression extérieure, c'est d'ailleurs ce que disent un certain nombre de sionistes, disons éclairés, ou des gens qui ont cessé d'être sionistes et qui vivent à l'extérieur de la Palestine occupée et qui sont éclairés, ils disent sans sanction, c'est impossible de changer la situation. Sans sanction extérieure, sans une pression extérieure, et d'ailleurs nous pourrons y revenir par la suite avec des résolutions qui n'ont pas encore été mises en application, comme la 377, Unity for Peace, dont j'aimerais dire un mot par la suite, mais sans sanction, sans mesure coercitive de l'extérieur, il n'y a aucune chance que cette situation change. Moi, j'en suis convaincu. Et bien sûr, grâce aussi à la formidable résistance palestinienne qui, on l'a vu ces derniers jours, a asséné quand même des coups assez remarquables à l'occupant.
Très bien, Youssef, je viens vers vous. Badis Renset, justement, Youssef parlait de cette impunité dont jouit l'entité sioniste. Je rappelle qu'en 2020, j'aimerais bien qu'on fasse des rétrospectives vers l'histoire pour comprendre que l'entité sioniste avait pour projet l'épuration ethnique. On le signale, on peut même revenir peut-être jusqu'au plan de Herzl. Vous l'avez très bien signalé en début d'émission en 1917, avec ce fameux plan pour la paix qui était clairement pour fragmenter le peuple palestinien. On le voit aussi là, le Parlement a encore voté le fait de couper la Cisjordanie en deux pour fragmenter la Palestine, pour fragmenter encore une fois le peuple palestinien. Mais pourquoi est-ce que finalement c'est presque une guerre totale contre le peuple palestinien à laquelle on est en train d'assister, et on est aussi en train d'assister à une nouvelle fragmentation du Moyen-Orient. Mais pourquoi l'entité sioniste, on pose cette question depuis des décennies. Pourquoi est-ce que l'entité sioniste jouit d'une telle impunité, même quand l'ONU dit qu'aujourd'hui, on a atteint quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde moderne? Pourquoi? Alors, peut-être il y a une lueur d'espoir, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être, et d'ailleurs ça a été dit par un des experts israéliens eux-mêmes, qui disait qu'effectivement aujourd'hui ce que nous vivons, ce qu'en tout cas l'entité sioniste vit, c'est peut-être la fin d'une ère, la fin d'un chapitre. J'ai évoqué le premier jalon fondateur qui est 1897 avec l'émergence du foyer juif. J'évoque aujourd'hui 2025, nouvel épisode, lequel? L'isolement total ou quasi total de l'entité sioniste. Rappelez-vous, l'Occident ne pouvait même pas piper un mot contre l'entité sioniste, peut-être il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années en arrière. Des chefs d'État aujourd'hui, des premiers ministres, de l'exécutif qui se dressent vent debout. Certes, d'une manière timorée, encore timorée, timide, mais des avancées sont palpables. Aujourd'hui, l'ONU qui reconnaît la famine, comme je vous expliquais, c'est une mise en demeure à l'humanité, mais c'est un engagement, c'est un élément constitutif, permettez-moi de le dire, du crime, notamment contre les Palestiniens. C'est aussi, ça engage la responsabilité de l'entité sioniste d'une manière officielle. Ça engage aussi les États d'une manière officielle, notamment occidentaux, qui jusque-là brandissaient je dirais le spectre de la victimisation intemporelle et éternelle, notamment de l'entité sioniste, qui aujourd'hui ne fait plus recette. Donc vous voyez bien qu'effectivement, les paradigmes sont en train de changer. Oui, vous avez évoqué l'impunité, j'irai plus loin aussi, l'immunité. Parce qu'aujourd'hui, on a assisté à une vétoisation du génocide, une vétoisation justement d'une guerre totale, effectivement d'une guerre systémique, une guerre méthodique, une guerre idéologique, puisque c'est ça dont il est question aujourd'hui. Elle fut peut-être politique pour expansionniste, aujourd'hui elle est messianique. Aujourd'hui on est en train d'évoquer des aspects religieux dans cette guerre. Et c'est ce qui fait la dangerosité de cette guerre. C'est ce qui fait que les Méraïm, les rabbins notamment, les grands rabbins d'Israël évoquent effectivement une politique d'extermination des Palestiniens, y compris les enfants, parce qu'ils voient en eux une menace. C'est le cas depuis le projet de Herzl. Il a clairement été sur des fondements religieux de redonner aux Juifs un foyer juif. Peut-être qu'aujourd'hui, juste la parole, elle s'est démocratisée aussi par l'impunité. Par l'impunité, effectivement, mais surtout l'isolement s'est accentué aujourd'hui. Il y a une radicalisation de l'opposition contre l'entité sioniste. Il y a aussi une judéisation, on a pu judiciariser, le conflit et surtout les génocides. J'évoque un jalon important aussi, c'est les sanctions, notamment la CPI, le mandat d'arrêt contre Netanyahou. D'autres mandats d'arrêt suivront, notamment contre Ben Gvir et Smotrich. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a, je dirais, une nouvelle orientation qui n'est pas encore suffisante, puisqu'elle ne fait pas arrêter les souffrances, notamment des Palestiniens au quotidien. En revanche, il suffit de voir 147 États sur 193 qui reconnaissent l'État palestinien. Le mois de septembre, c'est un septembre noir pour l'entité sioniste, notamment avec l'Assemblée générale à l'ONU, avec une potentialité de reconnaissance de pays occidentaux, figurez-vous, occidentaux, qui sont censés par défaut être dans cette victimisation et devoir mémoriel, notamment de la Shoah, toujours à plat ventriste devant l'entité sioniste. Aujourd'hui, je pense qu'il y a véritablement, et d'ailleurs même les États-Unis, parlons-en, les États-Unis, où Trump, dans un intérêt croisé, certes, mais par contre dans un calcul politique, puisque Trump, il a d'abord une opposition interne, le MAGA, qui est contre le va-t-en-guerre et notamment le soutien d'effectifs antitésionistes, mais vous avez aussi derrière des calculs économiques. Trump est quelqu'un qui est un président de transaction. Donc il va aujourd'hui effectivement, et d'ailleurs je reviens sur la déclaration expressis verbis de Trump à Netanyahou pour lui dire « Je crains qu'aujourd'hui mon peuple commence à détester
ton État, ton peuple. Donc vous voyez bien qu'il y a un point d'inflexion qui est en train de se traduire aujourd'hui par effectivement plusieurs positions ou plusieurs postulats, entre parenthèses, puisque pour moi, c'est jamais assez, puisqu'on a toujours les Palestiniens à Gaza City qui subissent effectivement un génocide caractérisé, sauf que effectivement, cette immunité, cette impunité commence à flancher, entre parenthèses, aussi aidée, et là aussi c'est un autre élément très important et très stratégique, par l'opinion publique, par la société civile planétaire de la planète, puisque, rappelez-vous, au fil de toute cette guerre, quand je dis guerre, attention, cette violation, cette agression, ce génocide, puisqu'une guerre, quand on dit guerre, on qualifie une guerre, c'est une guerre symétrique. Aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique contre des innocents, ce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, et d'ailleurs, j'irai plus loin, les statistiques l'ont dit avant-hier, 5 tués sur 6, ce sont des civils. Donc vous voyez bien qu'on est loin des statistiques de l'entité sioniste, je dirais, scarabreuse. Mais encore une fois, je reviens pour votre question. Moi, il me semble aujourd'hui que l'opinion publique est en train de dresser, on va dire, un rapport de force très important, très stratégique, qui permettrait à terme, pourquoi pas, de voir des sanctions, de voir, d'ailleurs certains pays ont déjà commencé à mettre ça au Parlement, à savoir l'arrêt des ventes d'armes, l'embargo sur l'armement de l'entité sioniste. Très bien. Youssef Bousmah, très vraiment brièvement, parce qu'on arrive à la fin du temps imparti pour cette émission. Que pensez-vous de ce que vient de nous exposer Badi Srenissa, qui estime que finalement la reconnaissance des États occidentaux de la Palestine est une avancée, même s'il faut prendre cela avec des pincettes, et c'est surtout la rue qui a conduit à cette reconnaissance de l'État palestinien. Et Badi Srenissa, par ailleurs, estime que finalement le peuple de l'entité sioniste peut aussi jouer un rôle positif, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez 2 petites minutes. Oui, oui. Alors, effectivement, il y a des signes d'espoir, mais je suis personnellement pessimiste. Hein. C'est trop peu et trop tard. Je pense que c'est nettement insuffisant et que tant qu'on ne verra pas des sanctions réelles, parce que même la reconnaissance de l'État palestinien, on sait bien que cela est assorti avec la reconnaissance de l'entité sioniste. Et cela ne va absolument rien régler de la situation, Et ce que je veux dire, c'est que en attendant, le processus, le rouleau compresseur sioniste continue jour après jour, chaque heure. Alors moi, je veux bien qu'effectivement, il y a une opinion mondiale qui est complètement dressée et c'est extraordinaire. Il faut la féliciter, c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais tant qu'il n'y a pas la moindre début, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas le moindre début de sanctions réelles. Alors, l'arrêt de vente d'armes, oui, mais tant que les armes américaines arrivent, de toute façon, à mon avis, c'est surtout ça qui importe. Hein. Tant que les obus sont là, tant que les chars sont là, voilà. Donc c'est un vrai problème. Il faut absolument des sanctions. Et moi, je commencerai à être un petit peu optimiste dès l'instant où je verrai des premières sanctions dures. Aujourd'hui, il n'y a aucune sanction dure, rappelons-le, et même les condamnations par les cours internationales sont sans effet puisqu'elles ne sont pas respectées par Macron, etc. Netanyahou se balade au-dessus du territoire. Et même si Trump dit qu'il est mécontent, que ses électeurs et tout, n'empêche que la situation continue. Et c'est ça qui malheureusement est important. Alors on peut dire effectivement qu'il y a des petits signes d'espoir, mais c'est encore nettement insuffisant. Il faut que la pression s'accentue terriblement. Aujourd'hui, 500 000 Palestiniens, un quart de la population de Gaza, est en situation de famine selon l'ONU. Ça ne s'est jamais vu. On n'a jamais vu un État depuis la Seconde Guerre mondiale, qui usait de l'arme de la famine. On n'a jamais vu cela. Si on avait vu ça un petit peu avec le Biafra à l'époque, mais très rapidement, il y avait eu une réaction internationale. Voilà. Et au regard de ce que subissent les Palestiniens, c'est beaucoup trop peu encore. Beaucoup trop peu. Très bien, merci Youssef Bousmah. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Badi Srenissa, vous avez 10 secondes pour un dernier mot. Non, écoutez, moi, je pense que pour Netanyahou aujourd'hui, Gaza est un butin de guerre dont il voudrait s'accaparer, comme au même titre que le projet E1, qui est d'ailleurs en violation de la 4e convention de Genève, qui a été d'ailleurs cette violation qui a été reconnue par l'ONU, par plusieurs États occidentaux. Mais néanmoins, pour conclure rapidement, je pense qu'aujourd'hui on a clairement une évidence des faits versus une falsification des faits par Netanyahou. Très bien, merci Badi Srenissa. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. J'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné de Youssef Bousmah, qui est historien et militant antisioniste. Merci Youssef de m'avoir accompagné. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur AL24 News.